Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis aujourd'hui accompagné de Fabien. Salut mon copain. Salut à tous. Toujours un plaisir de te retrouver pour ces fameux débats. On commence à prendre l'habitude maintenant avec ces fameux débats du FC Copain. Alors Tout aujourd'hui, à on va fait. parler de l'Olympique Lyonnais et plus principalement de John Textor. Alors, le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. John Textor est-il un danger pour l'OL? Perso, je vais défendre la théorie du non, pendant que Fabien défendra, lui, la théorie du oui. On est toujours OK? Ouais, on va s'essayer à l'exercice. Et à l'exercice. Bon, moi, je lance mon petit chrono. C'est parti. Alors, déjà, pourquoi autant de scepticisme autour de John Textor? Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas l'intégralité des fonds pour acheter l'OL à 100%? On va vite être sérieux en précisant que qui, à l'heure actuelle, en 2023, peut dépenser pour acheter un club 846 millions d'euros? C'est impossible, il y en a peu qui peuvent se le permettre. Alors, certaines rumeurs font état de difficultés financières pour John Textor. Le passage devant la DNCG est le meilleur exemple. On parle de recrutement cadré et on parle de masse salariale surveillée. Donc, est-ce que par contre, cette situation est vraiment la faute de Textor? Si on se penche un peu sur les comptes récents de l'OL, on s'aperçoit quand même que ces derniers temps, le club a perdu quand même pas mal d'argent. Alors, on a la fameuse période Covid 2020-2021, pardon, où le club a perdu plus de 100 millions d'euros, mais à la limite, c'était un petit peu un contexte général. Mais en 2022, soit quelques temps avant l'arrivée de Textor, l'OL affichait quand même une dette de 308 millions d'euros. Juste 308 millions d'euros. J'ai arrêté avec les chiffres parce que perso, j'ai un peu de mal avec. Mais, Non, mais c'est bien, comme ça tu commences à alimenter mon mais tu vas intervention. voir, qu'en fait, au final, c'est pour le défendre, la Mythic Store. Même si, Ouais. sur le papier, ça commence à être un peu, ça pose question. Donc, si le contexte, il a été reconvolé quand il est arrivé, on se rappelle, le temps que le closing se termine, et dès que ça a été terminé, il a fallu quand même composer avec un personnage bien encombrant qui s'appelle Jean-Michel Aulas. Euh, L'ex-président lyonnais, un peu bizarre à dire, il a essayé de soigner sa sortie en montrant une image dès le départ combative et unie avec Textor. Mais cohabiter avec Olas, on le sait tous, c'est quasi impossible. Et pour le développement de l'OL, il a fallu trancher dans le vif. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Textor? Il a décidé, au bout de quelques mois, de débarquer Jean-Michel Aulas. Alors, la Ouais, manière. puis justement, comme ce que tu dis, il est sorti par la petite porte, en fait. Hein. C'est ça, c'est ce que C'est j'allais dire. dommage. Ouais. La manière est peu élégante, mais le geste, il est quand même fort. Derrière, Textor a dit que l'OL allait tout faire pour garder ses meilleurs joueurs, pour faire la meilleure saison possible l'année prochaine. Assez logique. Pour le moment, aucun joueur majeur n'a quitté l'OL. Mieux, l'OL a signé déjà le jeune, mais pas forcément encore très connu, Steli Alvero de Sochaux, et Clinton Mata du FC Bruges. Et on parle de Tapia du Celta Vigo qui devrait arriver. Alors, c'est quand même pas trop les signes d'un président qui est aux abois. Enfin, il y a les exemples Molenbeek, Botafogo et Crystal Palace. On le sait, depuis l'arrivée de Textor, du consortium Eagle, ces trois clubs performent. Palace est maintenu en première ligue, Molenbeek est monté en première division belge et Botafogo est en tête du championnat brésilien. C'est peut-être aussi les signes d'un président qui sait bien travailler et surtout qui sait bien s'entourer. La nomination de Mathieu Louis-Jean pour chapeauter tout le sportif comme nouvel homme fort, c'est quand même un signe aussi ambitieux en remplaçant le fameux Bruno Chéroux qui était quand même très contesté. J'arrive sur la fin de mon avis. Je comprends tous les doutes et toutes les questions qu'on peut avoir sur Textor. Elles sont légitimes pour moi. Mais quand on s'intéresse de plus près, on se rend compte quand même c'est difficile d'avoir un avis définitif avec juste les éléments qu'on a en notre possession, que ce soit économique ou sportif. Et donc, laissons-lui une saison quand même sans Olas, en essayant d'appliquer sa méthode avant de commencer véritablement à crier au loup et dire que c'est un danger pour le. Voilà pour ma part. J'ai un peu explosé le score, mais voilà, je pense que j'ai tout donné pour la mid-jeu. Ouais, c'est ça. T'as fait un bon 3 minutes 40. C'est pas mal. Bah, écoute, moi j'ai envie de te dire,
Euh, je vais faire comme dans les sports de combat, je vais utiliser l'énergie que tu m'as envoyée pour te contrer. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui sont un peu des lieux communs dans le sens où bah, ça, ça, ça nous amène sur une argumentation d'eau tiède. Et ok, il se passe ça, mais ça peut être et positif et négatif à la fois en fonction de comment tu l'interprètes. Et forcément, bah, pour essayer de se faire une idée, on va regarder un peu dans le rétro, et puis on va voir ce qui s'est passé justement à Molenbeek, à Botafogo, pour se faire un peu une idée de là où on met un peu les pieds. Euh, Tu disais que pour l'instant, aucun gros joueur n'est parti, effectivement. Alors, jusqu'à quelle limite? Effectivement, il se passe des choses. Et donc, voilà. Donc, moi j'aimerais attaquer le sujet sur quatre grandes phases. Les problèmes financiers récurrents, la gestion financière qui a toujours été constatée, la décision de la DNCG et les inquiétudes sur la capacité de Textor à gérer plusieurs clubs à la fois, pour le coup. Alors, effectivement, John Textor, si on prend le premier élément, a déjà fait face à des problèmes financiers avec le club brésilien Botafogo, dont il est également propriétaire, comme tu l'as dit. Il y a eu des retards de paiement qui ont été constatés, notamment sur les primes de Noël, par exemple, où il n'a pas tenu ses promesses concernant un certain mercato depuis le rachat du club en mars dernier. Mais si on surprend aussi Botafogo, il n'y a pas longtemps, il y a une petite intervention qui a fuité sur les réseaux, qui a fait grincer un peu les dents des supporters lyonnais, et qui se disait, alors on parlait de rumeurs, hein, je mets quand même des guillemets, mais une rumeur, elle a toujours le mérite d'exister, donc elle n'est pas sortie d'un chapeau quelque part. Bah, il disait que justement les revenus qui avaient été générés par l'OL allaient pouvoir servir à financer le nouveau centre d'information de Botafogo, qui dans la foulée permettait à Lyon d'obtenir des parts et potentiellement bah, des privilèges pour recruter des joueurs de foot à Botafogo. Donc, je crois qu'on est dans une très très belle tambouille. Bon, je le mets sur la table, on en reparlera un peu plus tard. Du coup, si on attaque ce deuxième point sur la gestion financière, bah, il a été rapporté que Textor il envisage d'utiliser justement cet argent. Mais si on regarde ce qui s'est passé ces derniers temps, on lui a demandé de trouver quand même beaucoup d'argent. Il y a eu des centaines de millions qui ont été évoqués et aux dernières nouvelles pour la DNCG, on lui a demandé de trouver 60 millions. Bah, disons qu'on va dire la bonne pioche, l'idée qui lui est sortie de son chapeau, c'était d'aller revendre l'entité OL Reign, la franchise de MLS, à 50 millions. Et il s'avère qu'effectivement, au passage de la DNCG, ces 50 millions qui ont été notifiés en bas de feuille bah, ont été annulés, on s'est passé à zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas suffisamment de garantie en fait sur cette somme. Donc là, on rentre dans un chapitre mercato qui potentiellement annonce pas forcément de bonnes choses, puisque ça me permet de rebondir sur une intervention il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'avais partagé l'info de Pulisic, qui était censé venir à Lyon et qui a, semblerait-il, annoncé que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'offre, il ne veut pas du tout entendre parler de l'OL. Pas du tout. Alors effectivement, en face, il y a un autre projet, Milan, etc. Enfin, on peut comprendre que déjà, il préfère le projet Milan à celui de Lyon. Mais qu'il explique que, quelle que soit l'offre qu'il veut prendre en parler, c'est que peut-être que le gars Pulisic, qui est déjà lui-même américain, que son entourage lui-même est américain, connaît peut-être Eagle, enfin, le groupe Eagle et potentiellement même Textor, peut-être que là, on peut se dire que le mec, les gars, là, ils ont senti un truc bah, qui était peut-être pas super confort pour lui à l'avenir. Ensuite, mais il y a cette fameuse décision de la DNCG. Alors, effectivement, comme tu dis, ça a été placé sous surveillance et il y a eu une décision d'encadrer la masse salariale, de bloquer le mercato. Bah ouais, mais pour le coup, si ce qu'on s'est dit juste avant sur l'entité féminine qui était censée être la bonne pioche pour faire rentrer du cash ne marche pas, bah, tous ces fameux joueurs-là, ils vont être obligés de les vendre au final. Et là, est-ce qu'on n'irait pas vers un affaiblissement de la team? Je sais pas. C'est vrai et c'est pas vrai parce qu'on connaît aussi la qualité du centre de formation de l'OL. Donc, on peut se dire qu'ils peuvent nous sortir une pépite. On a vu les Cacré, etc. là, à l'Euro. Bon, écoute, ça se passe pas trop mal ce qu'ils ont fait. C'est plutôt encourageant, mais est-ce que ce sera suffisant? J'en sais strictement rien. Encore une fois, j'ai un très beau point d'interrogation. Attention, là, tu es en train de m'exploser. Tu es à 4,20. Hein. Attention. Ouais. J'ai fini. Là. Et du coup, les inquiétudes du coup, sur la capacité de Textor bah, à gérer plusieurs clubs, bah, effectivement, tu l'as dit, hein, tous ces clubs sont sous le consortium des Eagles, là, que ce soit du coup Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace, mais apparemment, ce qu'il fait avec Lyon, il ne le fait pas avec Eagles, d'après ce que j'ai compris. Et justement, ça, c'est un point que j'ai un peu de mal à sous-peser, c'est que sur ce coup-là, il y va un peu seul. Du côté de Crystal Palace,
Et les mecs, bah, ils regardent ça peut-être un petit peu, soit pour le bout de la lorgnette, en se posant des questions de comment ça va se passer. De ce que j'ai cru comprendre aussi dans ce qui transpire à travers la presse et globalement dans le monde du foot, c'est pas spécialement quelqu'un qui respire le football aussi. Donc, il semblerait que ce soit un peu compliqué de parler stratégie football avec lui. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu un électron libre ou quelqu'un qui potentiellement a un vrai savoir-faire et qui voilà, il sent les choses et puis il va à l'instinct et puis comme tu dis, il y a eu des belles réussites, mais à quel prix, sous quelle forme, avec quelle tambouille à la clé, je sais pas trop. Donc, si tu veux, pour moi, il y a pas mal de choses qui font que là, ça sent vraiment pas bon, quoi. Globalement, le fait qu'il soit. Je pense que voilà, après, sans couper véritablement ta conclusion, on va dire que pour lancer véritablement le débat, encore une fois, il y a des choses intéressantes qui sont données, qui sont mises sur la table. Moi, là où en fait je tique, c'est, on va dire, sur l'a priori de base. C'est-à-dire que, bien sûr, encore une fois, comme je le dis dans mon avis, j'entends tous les doutes et toutes les questions qui peuvent y avoir sur un homme qui arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, acheter aussi cher un club avec, aussi, on va dire en plus un passif un petit peu récent et pas forcément extraordinaire, ça pose question. Et encore une fois, le passage devant la DNCG, ça pose question. Maintenant, sans tomber, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, dans un débat, on va dire, assez tiède et on va dire sans réelle prise de position, moi j'ai aussi un peu envie de voir la méthode Textor et pas là juste que sur le financier. Les choix sportifs et ce qui a l'air d'être mis, on va dire la direction que veut prendre encore une fois l'OL avec Mathieu Louis-Jean à cette place d'homme fort, je vais pas dire que c'est la révolution, mais on passe quand même d'un Bruno Chéroux qui donnait limite l'impression de découvrir les joueurs sur YouTube et d'un vrai chef scout qui a l'habitude de travailler en équipe et pour aller détecter des joueurs, repérer. Et sur les noms, encore une fois, même si Pulisic, tu as raison, il met clairement un veto. Pulisic pour l'OL, on est quand même d'accord, ça serait quand même une sacrée belle recrue et ça serait sacrément intéressant pour l'OL. Ouais, complètement. Donc, est-ce que par exemple, un Bruno Chéroux, toujours en poste, aurait été se mettre sur ce type de joueur-là? Pas sûr. Est-ce que la vision justement d'un vrai pro à ce poste-là ne va pas aussi apporter une vraie plus-value à Lyon, qui a certes un excellent centre de formation, mais qui manque aussi de bons recrutements depuis maintenant mais plusieurs années. C'est pas que Bruno Chéroux, ça fait plusieurs années. Donc, est-ce que là, ils vont pas, avec cette fameuse restructuration du sportif liée à l'arrivée de Textor, est-ce que ça peut pas être aussi justement la bonne nouvelle de Lyon? J'en sais rien, mais Ouais. j'ai envie, en tout cas, de lui laisser sa chance, en fait. C'est ça. Bah, j'ai envie de te dire, ils n'ont rien à perdre, encore une fois. Là, ils redémarrent de zéro. La seule chose, c'est qu'ils vont travailler avec la pression de l'argent, quoi. Ça, c'est pas forcément les meilleures conditions pour travailler. Surtout quand tu as des joueurs qui sont peut-être pas forcément très expérimentés. Donc, faire appel à ces jeunes, c'est bien, mais dans un certain contexte, est-ce qu'ils auront les épaules? Ça va pas peser très lourd dans la balance du positif. Écoute, moi, franchement, je vois pas d'éléments extrêmement positifs à son arrivée. En tout cas, au moment où on se parle, hein. Ça laisse, pour moi, ça ne laisse rien augurer de positif. Si ce n'est de se raccrocher à se dire, bah bon, effectivement, il est passé par d'autres clubs. Il y a eu quelques petits montages farfelus qui ont fini par se résoudre positivement, mais est-ce que les contextes sont les mêmes en France? Je suis pas certain. Est-ce que le gendarme financier a les mêmes exigences dans tous les pays? Je suis pas certain. C'est vrai. Donc là, franchement, je pense qu'il pourra pas opérer avec les mêmes méthodes partout en France en tout cas. Non, alors les mêmes méthodes, ouais. Maintenant, encore une fois, la DNCG, elle est en soi, elle est capitale pour la période de mercato parce qu'elle te permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre sur ton recrutement. Et là, on comprend bien, même si l'OL a
plutôt essayé de communiquer en disant qu'il pouvait faire appel de la décision. Bon, la fameuse histoire de devoir avancer, de devoir être en capacité d'avancer l'argent de la vente d'OL Reign, c'est pas possible. L'OL n'a pas l'argent en cash, attend absolument cet argent-là. Donc, pour faire ce recours-là, il prendrait un vrai risque. Donc, il y a de fortes chances pour que le recrutement soit encadré, la masse salariale soit surveillée. Donc, ça, c'est Ben, ce qui est intéressant, c'est que tu refasses le parallèle avec All Rain et effectivement, la personne qui était censée se positionner en tant que racheteur, c'est Michelle Kang, Ouais. la propriétaire de Washington Spirit, qui elle-même a un projet de racheter plusieurs franchises de foot féminin dans le monde. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a l'air très, très solide. Et j'imagine que si elle est habituée à faire ce genre d'opération, c'est quelqu'un qui étudie le marché et l'assise financière, tu vois, pour savoir si ça vaut vraiment le coup, quoi. Et potentiellement, et sur le plan sportif, mais aussi si les gens qu'elle a en face sont fiables aussi pour mener à bien un deal, ça se joue sur plusieurs plans. Et le fait que justement, que quelqu'un d'aussi sérieux pour faire ce genre d'acquisition, potentiellement débouche sur une décision de la DNCG, bah oui, mais sur ce deal-là, on n'a aucune garantie. Moi, je trouve ça troublant, en fait. Non, ça c'est sûr. Non, encore une fois, les doutes, même si j'essaie de défendre la vie Textor, les doutes, je peux pas être naïf non plus. Les doutes, ils sont sensibles. Et encore une fois, le récent passage devant la DNCG, ça peut être interprété comme, attention, là vraiment, le club n'a aucune marge de manœuvre et il est plutôt sacrément surveillé plutôt qu'autre chose. Et c'est vrai que surtout, ça fait un gros changement par rapport à ce qu'on connaît de l'OL. L'OL, qui passe devant la DNCG, mais ultra facilement, et que c'est une véritable formalité. Et là, de voir l'OL retoquer, oui, ça fait un truc bizarre. Maintenant, bien sûr, on est début juillet. Le mercato ne fait que commencer. On sait que par exemple, un Lukeba va être sollicité. Il va y avoir d'autres joueurs aussi qui vont être sollicités. Maintenant, pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi déjà une belle opération qui a été faite. Un Thiago Mendes qui part, normalement, je crois, du côté du Qatar de Al Rayyan, je crois. Ça rapporte ok, l'indemnité n'est pas énorme. Par contre, tu te délestes d'un vrai gros salaire. Donc, je pense que dans la ligne de conduite du club, il va y avoir aussi justement cette chasse au gros salaire. On l'a dit, Aouar part, Dembélé part. Et ça, il y en a un troisième aussi qui partait aussi. C'est des gros salaires en fait qui partent. Donc, est-ce que l'OL, encore une fois, avec un mec qui gère véritablement le sportif et le recrutement, qui est performant, avec une autre politique de recrutement, ça peut le faire. Maintenant, là où je vais vraiment dans ton sens, on a fait le débat il y a 2 semaines avec Paul. Est-ce que l'OL a véritablement bien fait de garder Laurent Blanc pour ce type de projet? Moi, je continue d'avoir des doutes et encore plus avec la manière de faire. Un autre entraîneur, j'aurais pu, on va dire, être plus confiant, mais avec un Laurent Blanc et ce type de situation-là, et ce type de joueur qui arrive, j'ai un peu peur. Ah ouais, carrément. Moi, j'aurais dit le contraire, en fait. Carrément, Ah ouais? parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler sous la pression. Il a plutôt été bon dans ce qu'il a déjà fait auparavant, dans des situations un peu sérieuses. À Paris, ça devait pas être simple, de jouer là-bas. Non, enfin, franchement, en plus, c'est quelqu'un qui donne facilement la chance aux jeunes, qui les met en condition. Aujourd'hui, s'ils veulent aller piocher dans la jeunesse, je dis que pourquoi pas, quoi. Il est vachement gentil avec, il aime bien les jeunes. En gros, là, il a été un peu contraint et forcé, parce qu'au PSG, à Bordeaux ou même en équipe de France, ça n'a jamais été un Luis Enrique dans l'âme à aller chercher le gamin de 17 ans. Penser, tu vois. C'est vrai, t'as raison. Mais quand même, il lance les jeunes, quoi. Tu vois, il donne le Il lance les jeunes, mais en fait. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, attention, j'allais pas aller plus loin, mais c'est que, moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a inspiré déjà confiance dans le message, tu vois. Donc, il peut embarquer, je pense que c'est quelqu'un qui peut embarquer l'équipe. Moi, pour moi, sa vraie limite, c'est qu'il est très bon. Et on va dire, quand il est entouré de bons joueurs, bon, ça peut être un peu honnête, c'est plus facile avec des bons joueurs sur le terrain. Mais on va dire avec des joueurs plus expérimentés. Et on l'a vu, par exemple, un Lovren qui est arrivé cet hiver, il s'est totalement intégré. Et ça fait partie des hommes de confiance de Blanc. Et donc là, un espèce de recrutement avec, comme on dit,
Clinton Mata, Shkeli Alvaro et Tapia du Celta Vigo, c'est pas des joueurs extrêmement confirmés et avec lesquels il a l'habitude de bosser. Donc voilà, moi c'est un doute. Maintenant, des doutes, je pense qu'on en a plein. Même moi en le défendant, Textor, il y a quand même des zones de doute. Moi, je dis juste, ne jetons pas l'eau du bébé tout de suite. On peut peut-être encore sauver 2-3 choses si ça prend une bonne tournure. Mais il y a quand même des points d'interrogation. Ben, je vais te sortir ma phrase de conclusion factitive, c'est sortons les popcorn, quoi. Sors les popcorn et on va observer. C'est parfait. Ça vient en guise de conclusion de notre débat. Et franchement, là encore une fois, sortons les popcorn et dégustons-les. Là, pour le coup, ils ont ni un goût sucré ni un goût salé pour ma part. Je suis mitigé, mais j'ai encore une fois, pour terminer, envie de le défendre et de lui laisser sa chance à la limite. Ok, mais écoute, on verra ce que ça donne. Bon, ça marche. Eh ben, écoute, merci Fabien pour ce petit débat. Avec plaisir. Et puis, à bientôt pour un prochain débat. Ça marche. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du FC Copain. Ciao les copains. Ciao. Salut. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre